Retrouvez des parcours de traders et boursicoteurs inspirants dans Smart Traders avec IG, spécialiste de l'investissement depuis 1974. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Smart Trader, je vous raconte l'histoire de Martin Armstrong. Son histoire est celle d'un oracle de Wall Street capable de prévoir des krachs boursiers au jour près, qui fut à la tête d'une des plus grosses sociétés d'investissement aux États-Unis avant de faire 11 ans de prison pour escroquerie. 11 ans de prison qui, vous allez le voir, alimentent encore de nombreuses théories du complot. Martin Armstrong débute sa carrière dans la vente de pièces d'or. Il rejoint, alors qu'il est encore étudiant, une boutique de vente de lingots et pièces d'or et réalise divers achats de pièces anciennes. Il manque même de devenir millionnaire après avoir racheté un stock d'anciennes pièces canadiennes qui sont promises à prendre de la valeur, mais les vend trop tard après la chute de leur cours. La volonté de comprendre les cycles économiques lui vient à la découverte d'un film en classe, The Toast of New York, qui met en scène un escroc et trader en métaux précieux au moment du Black Friday de 1869 où le cours de l'or s'effondre. Il s'étonne de voir à cette époque que le cours de l'or est de 162 $, alors que près de 100 ans plus tard, en 1966, le cours de l'or est à 35 $. Il pense au début à une invention du scénariste du film, mais après quelques vérifications, il se rend compte que le chiffre est tout à fait exact. Cette découverte lui fait alors perdre toutes ses certitudes en matière d'investissement, lui qui était persuadé jusqu'alors que le cours d'un actif s'appréciait forcément sur le long terme. C'est alors le début de longues investigations afin de comprendre les variations du cours de l'or, mais aussi d'autres actifs. Au début des années 70, il devient trader en métaux précieux, notamment en or, et s'amuse à faire des prédictions de marché sur son temps libre. Il se prend tellement au jeu qu'il lance en 1983 une lettre économique payante basée sur ses prédictions économiques. Sa théorie économique s'affine à la découverte d'un graphique dans le journal qui reprend toutes les crises économiques entre 1683 et 1907. Il l'analyse en détail et se rend compte qu'il se produit une crise toutes les 8,6 années en moyenne. Passionné d'histoire, il continue ses recherches et se rend compte que certaines dates clés de l'histoire économique ou géopolitique sont elles aussi espacées de 8,6 années. Il commence alors à bâtir un modèle de prédiction de mouvements de marché sur la base de cycles économiques et financiers. Les journalistes qui s'y sont intéressés évoquent un modèle mathématique très complexe basé autant sur les flux financiers que sur les événements historiques ou météorologiques. S'il garde le secret à l'époque, on sait aujourd'hui que le modèle est construit autour du nombre mathématique pi. Il s'est en effet rendu compte un jour, parmi ses nombreux calculs, que le chiffre de 8,6 années correspond exactement à 3141 jours, soit le chiffre pi multiplié par 1000. Selon sa théorie, les cycles économiques se composent de petites vagues qui ont lieu donc tous les 8,6 années, qui elles-mêmes composent une grande vague qui mène à une grande crise économique. Grande vague qui se compose de 6 petites vagues qui arrivent donc toutes les 51,6 années. Une théorie qu'il bâtit notamment sur le fait que 51,6 années exactement séparent le Black Friday de 1869 et la Grande Dépression de 1929, mais un délai que l'on retrouve aussi entre la deuxième et la troisième guerre punique qui oppose en 200 avant Jésus-Christ l'Empire romain et Carthage. Son modèle lui permet de prédire la hausse des prix des matières premières en 1977, mais aussi le krach d'octobre 1987 au jour près, tout comme le pic qui suit la chute du Nikkei en décembre 1989. Un modèle qui lui fait également ressortir la date du 20 juillet 1998 comme le pic d'une vague. Cette date, qui fut celle du pic du S&P 500 avant la crise financière russe, ayant mené au défaut de paiement du pays, ayant lui-même mené à la quasi-faillite du hedge fund Long Term Capital Management. À l'époque, les grandes banques centrales doivent renflouer les caisses du hedge fund afin d'éviter un effondrement du système financier. Ces prédictions aussi précises font l'âge d'or de son entreprise, Princeton Economics. Mais tout s'arrête brutalement en septembre 1999 lorsqu'il est accusé de fraude auprès d'investisseurs japonais à hauteur d'1 milliard de dollars. La justice américaine l'accuse d'avoir mis en place une gigantesque pyramide de Ponzi, ce qui viendrait expliquer que l'argent placé par les investisseurs japonais est disparu du jour au lendemain du compte où il avait été déposé. Il aurait servi, selon la justice américaine, toujours à payer en intérêt d'autres investisseurs. Une thèse réfutée par Martin Armstrong qui prétend ne jamais avoir été au courant que les comptes de sa société aient été utilisés par la banque en question pour cette opération.
Il n'en reste pas moins que Martin Armstrong est emprisonné dans un contexte dont les contours flous alimentent plusieurs théories du complot. D'abord, Martin Armstrong est le seul emprisonné dans cette affaire, malgré le fait que la banque finisse par plaider coupable. Banque dont le directeur Edmond Safra sera retrouvé mort, assassiné en 1999, dans des circonstances qui restent elles aussi encore floues. Ensuite, Martin Armstrong passe 7 ans en prison sans obtenir de procès. La période la plus longue de détention provisoire aux États-Unis. Alors il est bien reçu à intervalles réguliers par un juge, mais comme il refuse systématiquement de reconnaître les faits, il retourne en prison. Au bout de cette longue détention, Martin Armstrong finit par plaider coupable en espérant une réduction de peine au vu de celle qu'il a déjà effectuée, mais il est condamné à 5 ans de prison supplémentaire. Selon Martin Armstrong et ses défenseurs, cet acharnement judiciaire cache un autre dessein, la volonté de la CIA de percer son modèle de prédiction. CIA qui l'aurait contacté dès 1998, selon les dires de Martin Armstrong. Il en veut d'ailleurs pour preuve que la justice lui a demandé à répétition de lui remettre son ordinateur, ce qu'il a toujours refusé de faire. Depuis, Martin Armstrong est sorti de prison et a repris son activité de prédiction économique. Il continue même à exposer sa théorie des cycles dans diverses conférences. Il a par exemple prévu un moment majeur sur les marchés financiers le 23 février 2007, jour où les sceptiques se plaisent à rappeler qu'il ne s'est absolument rien passé, mais qui précède de quelques mois la crise financière majeure des subprimes, de quoi alimenter les convictions de ses défenseurs, même si cette fois-ci, la prédiction se trompe de quelques mois.